Bienvenue sur l'Agnac, le podcast qui vous donne envie de bouger. L'Agnac, c'est quoi ? C'est une mère Et sa fille, Stéphanie et Charline, 2 générations. et un même objectif. Vous inspirer à passer à l'action grâce à des interviews de parcours inspirants, Le chemin sera long, mais avec de la motivation, de la persévérance du travail, et beaucoup de bonne volonté, et vous verrez que... tout est possible. Alors écoutez, Réécoutez infusez, et surtout, rejoignez le mouvement. Chez l'Agnac. Bon, maman, faut que je te dise. Tu sais cette sensation quand t'as tout bien planifié et que d'un coup, tout s'écroule. Ça sent la mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai été refusée dans une école pour l'année prochaine et du coup, ça remet plein de choses en question. J'ai l'impression que quoi qu'on fasse, on peut pas tout maîtriser et pourtant, j'aimerais bien y arriver plus tard. Gérer une carrière de dingue, une vie de famille. Bon, pour ça, j'ai encore un peu de temps devant moi, mais est-ce que c'est vraiment possible ? Alors tu sais Charline, il y a des personnes qui arrivent à transformer chaque difficulté en opportunité. Attends, tu veux vraiment dire qu'il y a des gens qui gèrent tout sans finir en PLS sous leur couette ? Alors aujourd'hui, on accueille Marie Lattanzio, j'espère que je prononce bien, une femme dont le parcours ferait pâlir Wonder Woman. En fait, elle est directrice et cofondatrice de Stand as One, un projet de course au large. Et ça a permis à son mari, Éric Bellion, qu'on a eu la chance de recevoir, de prendre le départ de son 2e Vendée Globe. Et en fait, Marie, c'est un peu la force dans les coulisses. Donc, pendant qu'Eric traversait des océans ou même Google Maps galère, elle pilotait tout de la Terre. Exactement. Et en plus, elle a une énergie incroyable. Elle connecte les gens, casse les codes dans un univers très masculin. Et elle a la niaque. Et surtout, c'est le girl power. Alors moi déjà, dès que j'ai un projet, je suis en PLS. Alors quand il y en a plusieurs en même temps, je veux bien qu'elle nous donne ses petits secrets pour y arriver. Alors ça tombe bien, on va lui demander. Marie, bienvenue dans la niaque. Merci, je suis ravie d'être là. Alors question incontournable qu'on pose à tous nos invités, c'est quoi pour toi avoir la niaque ? Ah oui, c'est une belle question. Je crois que c'est de ne pas se mettre de limites et d'y croire. Donc pour moi, la niaque, c'est d'avancer et d'y croire. Alors du coup, on est aujourd'hui à peu près 2 mois après l'arrivée du Vendée Globe. Comment tu te sens ? Comment ça se passe ? Comment on redescend ? Donc Eric est arrivé il y a 1 mois. Je me sens fatiguée. J'avoue que la niaque, après des événements comme ça, on l'a un tout petit peu moins. Mais je me sens fatiguée. Je suis déjà très heureuse parce qu'on a fini notre tour du monde et ça, c'était vraiment l'objectif de base. Et j'ai hâte d'aller me reposer un petit peu, de profiter de ma famille parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas fait du tout depuis 4 ans. Tu es donc la directrice du projet Stand as One qui a permis à Éric Bellion de partir faire le Vendée Globe juste pour qu'on se projette. Le matin, tu te réveillais, tu prenais un café ou un thé selon tes préférences, t'emmènes ta fille à l'école ou à la crèche et pendant ce temps-là, Éric est en train de naviguer dans des endroits où même Google Maps ne capte plus. Ton téléphone doit être branché en permanence. Tu pars au bureau, direction le QG de course. Comment on gère cette triple vie de maman, femme, entrepreneuse ? Est-ce que c'est pas un peu l'ascenseur émotionnel toute la journée ? Ouais, alors c'est un truc dans lequel je me sens à l'aise parce que j'ai la chance d'avoir une maman qui a fait la même chose que moi. Donc c'est pour ça que ça me touche d'être là aujourd'hui aussi, c'est que j'ai un rapport très important avec ma maman, qui est la femme de Jean Le Cam. Donc c'est un modèle que je connaissais. Donc déjà la première chose, c'est on panique pas. Parce que paniquer, ça veut dire subir. Et nous, on subit pas dans notre famille. On avance. Et puis après, on prend déjà dans un premier temps, quand Eric part, on met facilement 15 jours pour prendre son rythme. À la fois ma fille et à la fois la maman, moi. Une fois qu'on l'a pris, c'est un peu comme toutes les mamans que j'imagine célibataires, en fait, ou les papas célibataires. C'est-à-dire qu'on fait comme on peut et on essaie de le faire bien. Et puis, on s'entoure. Ça, c'est le plus important. Alors, j'ai pas ma famille qui peut s'occuper de ma fille parce que souvent encore en activité. Donc, j'ai trouvé Cathy, qui est la nounou de Léna et qu'elle adore et qui m'accompagne au quotidien. Et puis après, pour l'entreprise, c'est la même recette. Si on prend chaque chose un par un, on ouvre les tiroirs quand il le faut et puis de temps en temps, on se plante. Et puis, on essaie de demander conseil. Je pense que c'est la première chose qu'il faut faire. Et alors du coup, si on en revient au projet, comment il est né ce projet Stand as One, pardon. Et qu'est-ce qui te passionne tellement dans ce projet ? Alors il est né il y a bien plus longtemps que ça en fait. Il est né quand on était en train de naviguer sur notre goélette Ahoy avec Eric. On partait à l'aventure ensemble et raconter ça. On voulait faire un film au cinéma. Et puis... il y a combien de temps ? Je parlerai de 2018.
Et je voyais qu'Eric, en fait, il n'avait pas digéré son Vendée Globe, qu'il n'avait pas terminé son histoire, mais c'était pas à moi de le lancer. En fait, il fallait qu'il se lance tout seul. Donc moi, ça faisait longtemps que je savais qu'Eric allait repartir sur le Vendée Globe. Et il fallait trouver la manière. Donc je lui ai laissé son temps. Et puis un jour, on était autour de la table. On était dans notre petite cuisine à Carlevin. Et on a un coup de téléphone de Sam Goodchild, qui est un ami d'Eric, navigateur, qui lui dit « Écoute, moi, j'ai envie de repartir sur le Vendée Globe et pourquoi pas sous les couleurs de Comme un seul homme ». Alors, je vois Eric qui était déjà ravi de cette proposition et flatté parce que Sam, c'est un super marin. Mais je vois une petite frustration dans ses yeux en disant « Mais moi, en fait, j'ai envie d'y aller ». Et puis là, je sais pas, comme j'ai beaucoup d'idées, à un moment, je lui dis « Mais en fait, non. » Oui, enfin, Sam, il peut partir sous les couleurs de Comme un seul homme, mais on va être plusieurs bateaux à partir ensemble. Et cette idée a fait qu'Eric s'est dit « Ah ouais, mais oui, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de créer le premier collectif sur la course la plus solitaire au monde. » C'est comme ça qu'est né le projet. C'est comme ça qu'est né le projet. Et ensuite, du coup, vous l'avez lancé à ce moment-là ? Bah là, on part de zéro. Hein. On revient d'un trip en voyage plutôt familial. Eric, son Vendée Globe, il date de 2016. Donc déjà, on se pose toutes les bonnes questions qu'une entreprise lambda peut se poser. C'est combien ça coûte, comment on crée un projet, avec qui, comment, quoi. Et puis bon, bah, quand même, sur mon chemin, il y a quelqu'un de simple à questionner, c'est Jean Le Cam, qui est mon beau-père, qui a un rôle très important dans ma vie. Et puis l'idée lui plaît. Et en fait, lui, il la transforme en nouveaux bateaux, des bateaux simples, sobres. Et puis en fait, c'est parti. On prend nos petites valises et puis on va toquer aux portes. Bonjour, on cherche des millions d'euros. Est-ce que vous voulez venir avec nous ? Et puis on a eu notre premier oui, qui est Raphaël Palti, du groupe Altavia, pour nous aider sur la construction des bateaux. Et à partir de là, tout s'enchaîne. Alors, on va pas se mentir, dans un projet aussi ambitieux que celui-ci, il y a forcément des galères. Est-ce que tu en as rencontré des difficultés et tu pourrais nous les partager quelques-unes ? Bah, c'est-à-dire que nous, le Vendée Globe ne voulait pas qu'on soit là, je pense. Je dis pas l'organisation du Vendée Globe, mais des emmerdes. On en a eu à peu près toutes les semaines, voire tous les jours. Et c'était quoi comme type d'emmerde ? Bah, on va commencer déjà par quand on construit un bateau et 2 bateaux, qu'on prend le départ de la première course avec et qu'on croise le chemin d'un conteneur et qu'on casse notre bateau 2 jours après. Sympa. Le départ. Donc là, il faut pas oublier qu'on est une petite écurie. Hein. On n'a pas 200 personnes avec nous. On a juste une dizaine de personnes qui sont déjà en train de travailler sur l'autre bateau et qui sont tous épuisés. Donc on est tous très fatigués à cette période-là. Donc là, là c'est le premier coup de massue. Et puis après, des difficultés. Je pense Alors, coup de massue, mais du coup, c'est quoi la recette de Marie pour... Crier un bon coup, Oui. bien réfléchir et puis avancer. C'est pour le coup, je suis très moteur. Eric, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et moi, je réfléchis vite et je vais droit. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut y aller. Et puis, je pense aussi, c'est encore une fois, et c'est vraiment ma recette, moi, c'est aller voir les bonnes personnes. Et ça, c'est quelque part, c'est un talent de savoir aller voir les bonnes personnes pour avoir les bons avis. Et sur cette première galère, la plus grosse, je pense, de tout notre parcours, c'est Jean qui nous a relevés parce qu'il a compris qu'en fait, nous, on était perdus avec Eric. Hein. Tout le monde nous se protégeait derrière ces petits ordinateurs, ces calculs, en disant « mais c'est pas possible, nous, on a fait bien notre travail. Oui, mais maintenant, on fait comment pour avancer intelligemment avec le budget qu'on a, c'est-à-dire pas illimité ?» Et quand Jean revient de sa transat, il met tout le monde autour de la table et puis il les convoque. Et puis, il y a un petit silence à la Jean Le Cam. Et puis, il les regarde droit dans les yeux et ils disent « vous n'avez pas oublié juste un facteur dans vos réflexions ?» Puis tout le monde « bah non, qu'est-ce qu'on a oublié ?» Bah l'humain. Regardez Eric et Marie. Et nous, on était en larmes, en fait. On s'en sortait plus. Tout le monde nous trouvait des plans pour réparer notre bateau, mais on n'avait pas les moyens de ça. Donc maintenant, c'est du jus de cerveau dont on a besoin, de la bonne volonté. Et vous commencez à travailler dans ce sens-là. Ah bah là, tout le monde a trouvé des solutions. Et du coup, ton énergie, elle vient d'où ? Parce que tu dis, je suis moteur, etc. Tu as toujours été comme ça ? Ah ouais. Je crois que je suis née comme ça. ouais, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui me définit, quoi. J'ai ça depuis que je suis petite. Alors, avec des degrés différents, mais... Petite, ça se matérialisait comment, l'énergie droit je fonce ? Il faudrait poser la question à ma famille, mais j'ai toujours eu beaucoup le sourire, j'ai toujours eu envie de faire plein de choses. Et pour autant, j'ai jamais eu confiance en moi. Donc, du coup, quand on n'a pas confiance en soi, on essaie de prouver plein de choses. Et en fait, c'était la folie. Hein. Depuis que je suis petite, je fais plein de choses. Par exemple, des choses de dingue que tu aurais fait petite, sans sans avoir confiance en toi ? Déjà de rester à l'école parce que je suis dyslexique.
Et la dyslexie a pris une grande partie d'énergie en moi quand j'étais... Alors là, je parle de l'adolescence ou de la construction au départ de ma carrière à l'école. Courte, mais quand même. Et je pense que d'avoir réussi à contourner toutes les difficultés, quoi. Ça, c'est quelque chose qui me définit. D'avoir, je sais pas, j'aime oser toujours faire quelque chose. Je travaille depuis que j'ai 16 ans. Quand t'as je sais pas si ça t'arrivait, même quand t'étais plus jeune, du coup, dans ta période de l'école, d'avoir des petits coups de mou, des choses, des moments où t'arrivais plus à foncer parce que, je sais pas, tu pensais trop, t'avais peur. Enfin, moi, je sais que c'est des choses qui m'arrivent souvent de me remettre en question, de me questionner et j'arrive pas à avancer. Est-ce que t'as des petits conseils, des petits tips que tu pourrais partager? Des conseils, c'est toujours compliqué d'en donner parce que je crois que c'est propre à chacun, mais moi, je crois que le premier conseil, et je suis en boucle, hein, mais c'est de bien s'entourer, quoi. Encore une fois, c'est-à-dire d'écouter ce que les gens te disent, après de trier, hein, on n'est pas des moutons, mais c'est d'aller se renseigner, de comprendre comment font les autres, parce qu'on a toujours tendance à regarder son nombril en se disant mais je suis pas capable, mais regarde, c'est ce que vous faites en fait, hein. C'est d'aller se questionner, c'est de se remettre en question aussi beaucoup. Ça, c'est quelque chose que je fais mais au quotidien et Eric m'a beaucoup aidé là-dedans à se dire mais c'est bien de se remettre en question, de ne pas avoir trop de certitude, quoi. Et ça, depuis que je suis petite, pour le coup, c'est un moteur. J'ai l'impression d'entendre ma maman qui me parle. Merci, Marie. J'ai que 39 ans. J'ai lu, à moins que je me trompe, que tu avais fait des études de cuisine, c'est ça? Ouais. Donc, plus cuisine que marin pour commencer. J'ai un CAP cuisine et une licence de commerce. Donc, tu vois, j'ai un parcours très dyslexique. Du coup, c'est la rencontre, parce que j'avais parlé des rencontres décisives qui orientent ton parcours. C'est la rencontre avec Jean Le Cam ou il y en a d'autres de rencontres? Ma maman travaillait déjà dans le domaine. Elle travaillait à l'époque à Notissement Finistère. Donc, c'était déjà, elle avait déjà les 2 pieds dedans. Elle n'a pas attendu Jean pour connaître la mère. Mais oui, c'est sûr, hein, quand on a un beau-père qui s'appelle Jean Le Cam et qu'on habite avec lui, évidemment, il y a un éveil un peu particulier à la mer. Ouais. Mm. Alors, t'es directrice de course sans être navigatrice. Est-ce que c'est une force ou un handicap? C'est un peu les deux. Au départ, c'est un handicap parce qu'on ne maîtrise pas les sujets et quand on est une femme, souvent, on doit maîtriser plus les sujets que les hommes pour pouvoir passer des messages. Donc, au début, ça a été plutôt une galère. Et puis, je pense aussi qu'on n'a pas une bonne attitude en tant que femme, souvent, dans ces réunions-là. C'est souvent, on se dit « Ah, ils ne m'ont pas écoutée parce que je suis une femme. » Non, en fait, c'est Marie, c'est toi le problème. C'est parce que tu ne te positionnes pas, en fait. C'est parce que tu penses que, mais en fait, non. Repose-toi les bonnes questions. Donc, au départ, ça a été un handicap, évidemment. Je pense que le fait d'être terrien et profondément terrien permet justement de trouver un équilibre. Okay. C'est là où, avec Eric, on a trouvé notre vrai équilibre et d'ailleurs que je ressens beaucoup dans les autres équipes. Alors, il y a plein de modèles différents. Il y a quand même pas mal de femmes qui travaillent aux côtés de leur mari, qui les accompagnent en team manager, ils appellent ça. Et il y a des femmes marins, il y a des femmes terriennes. Hein. Mais moi, je trouve mon équilibre là-dedans, en tout cas. Juste que tu reviennes, parce que tu es cofondatrice, directrice de course, mais dans le quotidien, ça veut dire quoi? Que nos auditeurs comprennent. Ouais. Parce que c'est un truc incroyable quand même. C'est d'être la patronne d'une grande PME ou d'une petite PME, en fait. Hein. C'est autant avoir un œil sur la finance que sur le management, que sur toutes les questions de course qu'on peut avoir, sur la logistique, l'organisation. Après, on n'est pas tout seul, obligatoirement, mais être cofondatrice et directrice d'un projet de course au large, c'est ça, quoi. C'est gérer une entreprise, une PME. Et pendant qu'Éric était au large, toi, vous aviez aussi, vous étiez branché avec lui toute la journée? Comment ça se passe? Alors déjà, quand Eric était pendant 3 mois là au large, ou les 15 jours par-ci, par-là, hein, des différentes transats, donc ça, au cumul, ça fait quand même pas mal d'absences. Les impôts ne nous attendent pas, l'URSSAF non plus, les collaborateurs qui peuvent avoir aussi leurs propres failles, les avaries sur un bateau, tout ça, en fait, pendant que Eric navigue, il faut avoir quelqu'un à terre qui fasse le tour de contrôle, donc c'est mon travail. Et tu parlais du rôle des femmes, donc quel conseil tu aurais aimé avoir ou donner ou transmettre à des femmes qui veulent travailler dans un univers qui est peut-être un peu masculin? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te donne comme conseil ou qu'est-ce que tu as trouvé comme... Parce qu'il y a des femmes qui n'osent pas, en fait. Ouais. Alors moi, c'est marrant, hein. Cuisine, après j'ai vendu de la brique chez Imaris TC, j'ai été dedans. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'a beaucoup attirée, mais peut-être parce que je me sens à l'aise dans ce milieu-là. Moi, le plus beau conseil qu'on m'a donné, c'est Clara Guémard,
qui m'a offert ça, qui m'a dit ce que je vous ai sifflé tout à l'heure, mais c'est l'attitude en fait. C'est pas eux le problème, ça peut être nous aussi. C'est-à-dire que notre position, notre façon de nous présenter, l'attention, voire l'énergie qu'on perd à penser que. Et Clara, elle m'a toujours redit la même chose. Elle m'a dit, Marie, c'est ton attitude. Change-toi d'abord et après, tu verras que le regard des autres t'importe peu. Et ça, depuis, ça a changé ma vie et ma relation aux hommes, notamment dans mon travail et dans ma vie personnelle. C'est un très beau conseil. Pour briser les codes, comme vous l'avez fait dans ce milieu assez masculin, c'est peut-être d'un point de vue extérieur, mais moi je pense que c'est un parcours qui a l'air semé d'embûches. Quand vous en parlez, quand t'en parles, t'as l'air d'avoir subi beaucoup de galères. C'est quoi le plus gros obstacle que t'as dû franchir pour en être là où tu es aujourd'hui ? Je ne sais pas s'il y a un obstacle en particulier, mais c'est l'avarie dont je parlais tout à l'heure. C'est quand on vient de mettre notre bateau à l'eau, qu'on a levé l'argent avec nos petits bras, qu'il y a autant de monde qui nous fait confiance et puis en fait on les appelle tous et on leur dit le bateau retourne au chantier et ça va coûter 500 000 € de le réparer. Et là, il faut avoir la niaque. C'est-à-dire que là, il ne faut vraiment pas laisser place aux émotions ou laisser place à quoi que ce soit, au questionnement. Il faut avancer, en fait. Ça doit être dur émotionnellement à gérer tout ça. Oui, ouais, et on est accompagné. Hein. Autant Eric, il a un coach, autant moi aussi, je travaille beaucoup avec son coach et puis j'ai une psychologue qui me suit parce que c'est des ascenseurs émotionnels en permanence, quoi. Et du coup, on parle aussi d'esprit d'équipe dans ce projet. Donc, toi, tu fais équipe finalement avec Eric. Comment vous répartissez les rôles avec votre autre équipe ? Déjà, on commence par bien se planter. C'est-à-dire que moi, le RH, c'est pas forcément là où j'excelle. Hein. Et c'est un métier, en fait. Il y a des études, d'ailleurs, faites pour ça. Et je sais que pour la suite des événements, je vais m'entourer de personnes, justement, qui savent reconnaître les bons candidats ou candidates. Mais il faut apprendre à se connaître, c'est la première chose. Et c'est pareil, en fait, au départ... moi, je pensais que je savais faire plein de choses super. Et en fait, au fur et à mesure, tu dis, alors peut-être que la comptabilité, c'est pas mon truc. Donc, on commence à s'entourer avec déjà les failles et ce que toi, tu sais pas faire. Mais pour ça, il faut accepter aussi de temps en temps de se dire, attends, Marie, tu sais pas tout. Il y a des gens qui savent mieux que toi. Et ça, c'est la première chose. T'es directrice de course, mais t'es aussi femme de Eric. Est-ce que tu fais un peu la distinction des fois entre les deux ou des fois ça se mélange ? Comment tu fais pour gérer tout ça, d'être à la fois la directrice du projet, donc donner, j'imagine, à Eric ses directives et à la fois rester d'être sa femme, quoi. La restauration aide beaucoup. Dans la restauration, c'est chacun à sa place, chaque place à sa chose. Et en fait, je suis un peu comme ça et on s'est encore une fois entourés. On est suivis en fait tous les deux et on est coachés. On a un ami qui nous avait dit un truc qui nous faisait beaucoup rire. On est collègues de vie, tu vois. C'est joli comme expression. Mais on se fait entourer. On a galéré au départ parce qu'avant le Vendée Globe, on a fait plein d'autres petits projets et on trouvait pas nos places. Alors je pense qu'à la fois lui avait du mal à me la laisser, mais surtout encore une fois ma posture n'était pas la bonne et le petit syndrome de l'imposteur qui est quand même très féminin. Il était très présent. Puis en plus, à l'époque, j'assumais pas faire la même chose que ma maman. Il a fallu aussi que je m'affirme en disant attends, les pommes tombent pas loin du pommier, maman. Donc il a fallu aussi que d'une manière ou d'une autre, j'assume ça. Et puis aujourd'hui, ça coule de source. On sait qui fait quoi. Et là où on a besoin d'être deux, parce qu'en fait, on a souvent besoin d'être deux. Et quand l'un ou l'autre n'est pas là, il y a... Alors que pourtant, il ne m'a pas attendu pour monter des projets. Ça faisait déjà 20 ans qu'il en montait. Mais aujourd'hui, on a cette charge mentale divisée par deux, ce poids divisé par deux, cette force multipliée par deux. C'est ça qui est chouette dans notre aventure, quoi. Oui, Eric, il a abandonné. Toi, comment est-ce que tu as réagi face à ce moment ? Alors déjà, il faut commencer la journée. On se projette. Ça faisait 2 semaines que j'avais géré mon premier week-end parce que je fais de la céramique. Et donc, j'avais demandé à Cathy si elle pouvait venir garder ma fille un week-end pour que je puisse faire 2 jours de céramike avec un hôtel, un spa. Enfin, j'étais vraiment bien. Il est 9h33, je suis à la boulangerie. Et j'ai une question fondamentale sur ma vie, c'est pain au chocolat ou croissant. Mon téléphone sonne puisque je suis joignable en permanence et j'ai une petite sonnerie un peu angoissante quand c'est le bateau pour que je la reconnaisse et que je sache que là, il faut répondre. Et je sais qu'à 9h33, quand on m'appelle, c'est pas normal parce que c'est plutôt le soir qu'il m'appelle quand je suis avec Léna. Donc, je réponds tout timidement.
Et puis là, je comprends que c'est la fin, mais dans les premières secondes, c'est-à-dire que je connais tellement Eric que je sais de quoi il parle. Et là, mon rôle, en fait, tout de suite, c'est de calmer les choses. C'est pas du tout de paniquer. Et au contraire, ça veut dire que si je panique, je suis pas la bonne personne. Donc là, je panique pas. Et d'ailleurs, dans le protocole de crise, si je sens que je panique, j'ai un numéro d'urgence. C'est Laurence Carrez qui me remplace parce que je sens que je suis plus à ma place et que je peux pas rendre service à Eric. Donc là, évidemment, il y a tout un protocole qui commence. Et puis les émotions, pour le coup, vraiment, tu es obligé de les mettre de côté. Mais du coup, tu rassures Eric. Comment ça se passe? C'est toi qui absorbes toutes les émotions? Comment tu... Ouais, déjà, la première chose, c'est que tu l'écoutes bien. Tu prends les bonnes notes qu'il faut. Moi, j'ai toujours de quoi noter quand je suis en déplacement, quand je suis pas devant mon ordinateur. Et déjà, tu essaies de bien comprendre les choses. Alors, pour comprendre les choses, il faut effectivement le calmer pour qu'il puisse s'expliquer. Et puis après, en fait, tu vas voir les personnes compétentes pour l'accompagner. Hein. Donc, c'est l'équipe technique. Là, en l'occurrence, c'est vraiment un problème technique qui se passait, plus météorologique. Donc, j'ai les bonnes personnes dans l'équipe. Et puis après, tu envoies un petit message à ton équipe en disant code rouge, on se retrouve au bureau ou en visio pour celles qui sont pas là. Donc ton petit week-end à faire de la céramque tranquille pour toi, il est passé à l'eau. Ah, complètement. Par contre, la bonne nouvelle, c'était que ma fille était entre de bonnes mains et que j'avais une valise et que du coup, tout était réglé pour moi en termes de logistique. Parce que quand ça arrive et que tu as ta fille et qu'il est 3h du matin et que tu n'arrives pas à joindre Cathy, c'est pas tout à fait le même projet. Hein. Donc là, la chance quand même que j'ai eue, c'était que... De la chance dans ton malheur, entre guillemets. Transforme une galère pas en opportunité, mais en quelque C'était part. top. J'avais ma valise. Et du coup, juste fini sur cet épisode quand même. Donc, il y a le code rouge, il y a la réunion de crise. Qui est-ce qui se remotive? Eric, vous deux, toi? Enfin, comment ça se passe? Parce qu'il y a eu une deuxième course après. Donc, qui remotive le... Alors déjà, il y a toute la partie de gestion de crise qui est géniale en fait. C'est top ce qui s'est passé parce qu'il y a des centaines de personnes qui nous ont tendu la main. Alors évidemment, là d'un coup, c'est tour opérateur. Hein. Moi, je passe ma journée au téléphone à bien expliquer aux gens sur place. Déjà, tu dois trouver les personnes sur place, les personnes de confiance. Donc ça, assez rapidement, on les trouve parce que dans sa malchance, Eric avait un super ami qui s'appelle Brice Monégier qui fait du bateau là-bas. Donc il connaît tout le monde. Donc lui devient un deuxième Tu point. rappelles où c'était? Au Malouine. C'est pas l'endroit où tu as envie de faire escale. Apparemment, Eric a un truc à régler avec les Malouines. Ça fait 2 fois qu'il s'y arrête. Donc, une fois qu'on a trouvé les bonnes personnes, il faut leur faire passer les bons messages. Et c'est des messages de sécurité importants qu'on passe. Hein. Non, mais le bateau, c'est 4,50 m. Là, qui ? Donc, vous ne pouvez pas amener Eric là, en fait. Non, mais attendez, là, il y a des rochers. Donc, si vous demandez à Eric de mettre le bateau là et qu'il se plante, il va dans les rochers. Il y a 60 nœuds de vent. Et donc, en fait, toute la journée, mon travail, c'est de faire en sorte que tout le monde comprenne les enjeux et soit en 100% pour Eric. Et du coup, après, comment qui remotive Eric à partir? Vous deux? Lui? Toi? Nous, c'est sûr qu'à terre, on lui envoie des messages d'amour. Donc, c'est pas que moi, ça va être un collectif de personnes qui va lui donner de l'amour parce que déjà, il faut lui dire qu'on est fiers de lui. Parce que c'est pas pour un arrêt qu'on ne l'est pas, c'est-à-dire qu'il a quand même fait déjà presque le tour du monde, de la planète en bateau tout seul, et qu'il a parcouru déjà beaucoup de milles avec plein de galères. Donc il faut vraiment lui dire que les gens le suivent. La communauté Instagram, Facebook, mine de rien, on lui fait des screenshots, on lui dit regarde, il y a plein de gens qui t'aiment, qui veulent que tu continues. Et puis il y a un élan de générosité aussi avec Strava, où là il y a des centaines de personnes qui courent avec Eric pour faire le reste des kilomètres à parcourir Camille. Donc là, je pense que pour Eric, ça compte beaucoup en fait. Et pour toi aussi, parce que quand même, c'était pas facile non plus à gérer. Moi, je l'ai toujours pas digéré. Encore aujourd'hui. C'est encore quelque chose, vous voyez, hein, j'ai un peu la voix qui tremble parce que finalement, il est arrivé qu'il y a que un mois, que ça fait 4 ans qu'on travaille sur cet objectif, qu'on est fiers de ce qu'on a rendu. Je trouve que la copie, elle est vraiment propre. Mais moi, c'est pas encore tout à fait digéré. Et alors, ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que c'était un rêve d'enfant? Pas du tout. Est-ce que c'était quoi ton rêve d'enfant quand tu étais... Non, mais après, mon rôle, je suis pas sûre que mon rôle, ce soit un rêve. Hein, ce que je fais, hein, c'est d'abord être patronne d'une entreprise. Hein, donc après, il faut s'en donner les moyens pour arriver là. Mais Alors, dans ce milieu, on vous voit peut-être sans doute comme la femme d'eux ou la fille d'eux. Comment on existe par soi-même dans un environnement comme ça?
Et du coup, la conclusion de cette histoire, c'est encore une fois la posture qu'on a. C'est-à-dire que c'est d'assumer là, le fait de dire, par exemple, que ma maman, je fais la même chose que ma maman, que je suis admirative d'elle, que je suis aussi très admirative de mon beau-père, de mon mari. Finalement, pourquoi s'empêcher de faire des choses qu'on trouve beaux Mais ça, t'as mis du temps à le reconnaître? Ouais. C'est très récent. J'ai même modifié mon texte sur Instagram parce que je disais la belle-fille d'un grand nom de la course au large et j'ai dit de Jean Le Cam. Parce qu'au départ, on pense justement qu'on sera jugé parce qu'on est la femme d'eux, la fille d'eux. Et c'est vrai, hein, je connais des filles d'eux et des garçons d'eux. Alors, c'est souvent des filles d'eux qui souffrent d'être la fille d'eux parce que souvent, ça te met des étiquettes. Et puis, à un moment, il faut aussi savoir dire aux gens, je ne suis pas que la fille d'eux. Et j'ai mon caractère, ma vision des choses. Et c'est autant le dire à ses parents que le dire à la société et dans sa posture. Donc, aujourd'hui, je suis très fière d'être la fille de Van Le Cam et la belle-fille de Jean Le Cam. T'en as fait une force, quoi. Complètement. Et le moment de ton parcours où tu as été le plus fière? À mon premier travail. Parce que quand j'étais petite, j'ai une image très, très dure, en quelque part. Parce que quand on est dyslexique ou qu'on a une petite différence comme ça, on pense qu'on ne servira à rien à la société, que personne ne voudra de nous et qu'on n'est pas capable de quoi que ce soit. Et le jour où j'ai trouvé mon premier travail, je me suis dit, waouh, je suis utile. Et les gens veulent bien de moi. Et en fait, je suis bien. Et même, je suis forte dans ce que je fais. Et donc, je crois que c'est le moment où j'étais plus fière de moi. Donc, j'avais 16 ans. Cette différence que prône aussi Eric, vous êtes retrouvés là-dessus? C'est là où tu veux aussi, le projet Stand As One, il sert à ça? Je crois que, évidemment, je me reconnais en lui. Alors, moi, je porte la différence. Lui, il parle de la différence. Et qu'il a vu à travers les yeux de son papa, notamment, et à travers les yeux de toutes les personnes qu'il a aidées. Donc, je pense que j'ai lui été utile aussi sur expliquer en quoi c'est une force. Souvent, il en parle. Hein. Il y a son papa qui est bec, qui aujourd'hui apprend à parler aux gens. Donc ça, je trouve ça juste génial. Et du coup, je suis assez proche de son papa pour ces raisons-là. Ça m'inspire beaucoup. La différence, c'est une réelle force. Mais pour ça, ça demande de travailler aussi beaucoup sur soi. Ça demande de l'accepter, de savoir quels sont les atouts. Mais aujourd'hui, je suis certaine que ma dyslexie fait vraiment la différence. Et justement, dans mon métier. C'est génial. Moi, j'ai une question. Imagine quelqu'un qui nous écoute et qui hésite à se lancer dans un projet un peu ambitieux. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil pour... C'est Charline derrière, qui est la personne qui hésite à se lancer dans un projet ambitieux. Mais moi, je crois que c'est plutôt pourquoi tu veux le faire et qu'est-ce qui te transporte, quoi. Tu vois, c'est un projet ambitieux. Il est beau que s'il est partagé aussi, souvent, avec qui tu veux le vivre, comment... C'est quoi ton adrénaline, c'est quoi ta force, c'est quoi ta niaque, en fait, tu vois. Plutôt que donner un conseil, il y a qu'à Faucon, qui n'est vraiment pas mon truc. Et tu penses que, parce que dans toute ta vie, alors même si tu dis que tu es dans ta zone de confort, il faut quand même gérer des émotions, des projets, des équipes, une vie de famille, une vie d'entrepreneuse. Est-ce que tu penses qu'on peut tous mener ce genre de vie? Non, je crois pas. Je crois pas, j'ai rencontré plein de personnes qui pourraient pas le faire. Et heureusement d'ailleurs, parce que s'il y avait que des Marie Latanzio sur la planète, ce serait vraiment fatigant. Non, je pense pas. Et puis moi, ça pourra pas durer autant de temps que ça non plus. Hein. Là, ce qu'on vient de faire pendant 4 ans, parce qu'on parle pas aussi du fait que j'ai eu une petite fille de 3 ans, donc une petite fille, que d'être maman en même temps. Donc j'ai allaité ma fille sur les pontons des départs de course. On n'était que 2 dans l'équipe. J'ai accouché le jour où j'étais en train de faire des RP avec mes sponsors dans le taxi pour aller à l'hôpital. J'appelle des gens en disant « Bon, alors là, Eric va pas pouvoir naviguer. » C'est dommage. Pourquoi ? Parce que je suis en train d'accoucher. Donc, je vais appeler Jean. C'est lui qui va vous faire naviguer. Ah, c'est super. Voilà, opportunité. Nickel. Moi, je vais vous laisser parce que là, j'ai mal. Voilà. C'est super Non, mais une fois de plus, c'est notre projet, c'est notre vision. Et en aucun cas, d'ailleurs, je demande aux gens de mettre autant d'énergie que nous dans ce projet parce que ce serait vraiment pas sain. Si tu pouvais donner un conseil à ta petite fille, pour l'avenir, pour la vie, qu'est-ce que tu lui dirais ? Ah là là, Léna. Déjà, je pense que c'est pas un conseil que j'ai envie de lui donner, c'est de l'amour et de la confiance en elle. Parce que c'est vraiment, je crois, la recette d'un équilibre et pour l'aider à avancer le mieux possible. Et surtout lui dire qu'elle peut tout faire. Elle peut tout faire. Et avec nous, elle pourra tout faire. C'est-à-dire que peu importe ce qu'elle
ce qu'elle entreprend. Et comme diraient Jean et ma mère, parce que quand je leur ai dit je veux aller en CAP cuisine, alors que ça sortait un peu de nulle part, elle m'a dit quand tu commences quelque chose, tu termines. Petite Léna, si tu écoutes ça un jour, t'as une maman qui t'aime et qui croit en toi. Oh, ok, oui. Notre dernière question, dans les mois à venir, c'est quoi le prochain défi qui te fait vibrer ? Là, on repart alors sur un Vendée Globe en 2028 et moi, ce qui me ferait vibrer, c'est de trouver encore plus mon équilibre, en fait. C'est un truc assez personnel pour le coup, mais de réussir peut-être à montrer mon entreprise pour accompagner Eric et d'autres. Mais je pense que le plus beau défi, déjà, ce serait de réussir à trouver un équilibre parce que j'ai pas beaucoup dormi et j'ai plus beaucoup de points d'énergie, là. Tu cherches les défis ou tu laisses... Je suis une femme de défis, hein. Donc, et puis ils arrivent vite dans ma tête, les défis. Après, je crois que c'est toujours pareil, mais c'est pas parce que les défis sont grands, enfin vus publiquement grands, qu'ils sont difficiles à atteindre. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Je crois que c'est de trouver mon équilibre. Génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie. Avec plaisir, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Agnac. Si ça vous a plu, pensez à nous laisser une note sur votre plateforme d'écoute, à partager autour de vous et à nous suivre sur les réseaux sociaux @l'Agnac le podcast. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode rempli d'énergie. À bientôt. Chez l'Agnac.